à tout le monde. Merci d'être présent pour venir écouter parler de l'art de persuader selon Pascal. C'est un sujet quand même assez pointu. Et j'aurais compris que ça n'attire pas les foules. Alors, je vous demande d'abord d'excuser ma présence un peu fugitive pour aujourd'hui. C'est-à-dire, je me retrouve en train de me comporter exactement comme se sont comportés pendant tout le déroulé de ma carrière les gens que je méprisais, c'est-à-dire qui faisaient une apparition juste pour leur exposer. Ils n'étaient pas là le matin, ils venaient faire un truc l'après-midi en disant là, je ne peux pas rester, je suis pressé, et hop, ils se barraient. Donc moi, je vais être obligé de faire ça. J'aime pas. Et ceux qui me connaissent, ils savent que c'est vrai, et que si ça se présente comme ça aujourd'hui, c'est que vraiment, je n'ai pas pu faire autrement. Voilà. Je reviens d'une réunion qui était très très importante ce matin, qui concerne la vie de l'université et de beaucoup d'autres établissements en même temps. Et j'ai cours cet après-midi juste après, donc ça va être très compliqué. Je ne me rappelle plus du tout comment avait été décidé, ni pourquoi le sujet de l'exposé que je m'apprête à faire. Je ne me rappelle plus s'il y avait un thème prévu pour la journée. Je ne sais pas de quoi ont parlé mes collègues ce matin, donc je ne sais pas du tout où j'arrive là. C'est-à-dire, je vais être complètement hors sujet. En fait, tu le sais, mais tu ne le sais plus. Vas-y. J'avais, avec nos interlocuteurs universitaires, je vous avais montré le déroulé des objets d'études qui sont au programme du lycée, et vous aviez choisi vos interventions en fonction de ces objets d'études. Et alors, la rhétorique, c'est de quelque façon, c'est au programme de quelque chose ? Comme tu le sais peut-être, et comme nos collègues le savent, j'allais dire à leur corps défendant, en tout cas la question de l'argumentation est abordée, les genres de l'argumentation sont c'est abordés. Parfait alors, c'est parfait. Voilà, donc tu es en plein dans le cœur du sujet. Tu veux dire Pascal est en plein. Pascal est en plein. Alors, comme vous le voyez, d'après la feuille que j'aimerais bien que vous ayez sous les yeux, ceux qui ne l'ont pas, il y en a beaucoup d'exemplaires ici. Je vais principalement m'appuyer pour les quelques réflexions que je voudrais faire sur des réflexions que Pascal a menées sur l'art de persuader, sur l'éloquence en général. Alors, ces remarques sont de deux sortes, c'est-à-dire elles sont localisées en deux endroits différents. Premièrement, dans un petit opuscule qui s'appelle « De l'art de persuader », justement, on ne peut pas rêver mieux, je commenterai tout à l'heure un petit peu le titre. Et puis, selon les éditions, rassemblées en une section, mais dans d'autres sections, disséminées dans l'ensemble du chantier que Pascal a laissé, que moi j'aimerais bien qu'on arrête d'appeler pensée. Ce n'est pas du tout le titre de Pascal. Pascal n'avait aucun titre pour ça. Et ce mot de pensée est une espèce de trace de résidu de la première édition qui a été réalisée bien après la mort de Pascal, 8 ans après, par ces messieurs de Port-Royal, et qui l'avaient appelé pensée de Monsieur Pascal sur quelques sujets, etc. Et maintenant, c'est devenu les pensées, mais voilà, quand quelqu'un publie des pensées, il les publie en pensant qu'il va donner ce titre à son volume, mais Pascal n'a rien pensé du tout. Il a laissé un chantier. Il a exactement laissé un chantier. Je cite toujours la formule à laquelle je trouve rien à redire d'un pascalien éminent qui s'appelle Michel Le Guern et qui a dit « Les pensées de Pascal, c'est les papiers d'un mort ». Voilà, c'est les papiers d'un mort. On a retrouvé des papiers à la mort de Pascal. Ils étaient plus ou moins classés, mais ils étaient classés selon un système qui, comme vous le savez peut-être, était à géométrie variable, c'est-à-dire il y avait des bouts de fil de fer enroulés sur lesquels il plaçait des liasses, puis de temps en temps, il déplaçait les liasses d'un porte-liasse à l'autre. C'était des passages qui étaient susceptibles de se déplacer ici ou là. Alors, moi, je dis tout de suite l'angle que je vais adopter. Il est très contestable et j'espère qu'il n'y a pas trop de pascaliens dans la salle. J'allais dire de pascaliens pointilleux, mais c'est un pléonasme en fait. Les vrais pascaliens, ils sont comme ça. Ils sont très très pointilleux. Donc j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle des pascaliens, parce que je vais prendre un parti qui sans doute serait contesté par mes collègues. Bon, j'aurais des anecdotes à raconter là-dessus, mais comme elles sont méchantes et puis que j'ai pas beaucoup de temps, je ne le fais pas.
Le point de vue que je vais adopter est le suivant. J'accrédite, au moins pour les besoins de l'exposé de la présentation, l'hypothèse d'un projet que Pascal avait, qui serait peut-être un projet apologétique, mais pas forcément. Mais en tout cas, il avait le projet d'un livre, de quelque chose, qui aurait été d'une facture différente de ce qu'il avait fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, par exemple, des traités mathématiques, ou par exemple, des lettres fictives d'un provincial qui relèvent d'une certaine rhétorique et pour lesquelles, visiblement, il ne s'est pas posé beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui avait un talent de plume spontané, naturel, magnifique, qu'il a mis au service d'une cause sans trop se poser de problème. Mais quand il s'est trouvé en face de ce projet, je ne lui donne pas de nom, mais disons de ce projet en vue duquel il assemblait ces liasses, dont certaines portent plusieurs petits fragments, dont d'autres n'en portent qu'un seul. Certaines sont rédigées, d'autres, comme vous le savez peut-être, ne sont même pas rédigées, c'est-à-dire il y a juste des notes, comme ça, qui étaient appelées à devenir des développements. Quand il s'est trouvé donc en face de ce projet, il s'est aperçu, je pense, c'est pas il s'est aperçu, mais l'a poursuivi d'un bout à l'autre. Ça a duré, je dirais, 5 ou 6 ans, à peu près, ce chantier. Ça a été interrompu par la mort. Il s'est avisé qu'il ne pouvait pas s'y prendre comme il s'y était pris pour les provinciales, par exemple. Il ne pouvait pas faire des lettres fictives, ça n'aurait pas convenu au projet qui était le sien. Mais il s'est aperçu aussi, et là ça va être une partie de la réflexion dont je vais faire part, ce n'est pas ma réflexion, c'est sa propre réflexion, il s'est aperçu aussi qu'il ne pouvait pas non plus s'adresser à ses interlocuteurs ou à ces hommes de bonne volonté qu'il supposait exactement comme on s'adresse à un étudiant en mathématiques ou à quelqu'un qui est désireux d'apprendre la physique ou d'apprendre les statistiques auxquelles il s'est beaucoup intéressé, etc., etc. Il fallait qu'il trouve un mode nouveau. Donc moi, ma thèse, c'est que les pensées, c'est un mixte d'hypothèses ou de propositions sur un certain nombre de sujets très variés, la politique, la morale, le jeu, la condition humaine, la religion, la poésie, etc. etc. Bon, il y a un très très grand nombre de domaines. Dans ces domaines, il y a effectivement l'éloquence, la rhétorique, c'est un sujet de réflexion intense. Et donc, mon hypothèse est que je vais pousser un peu à l'extrême ma proposition. Je vais l'outrer un peu pour la rendre visible, quitte à la nuancer ensuite. Je dirais, tout ce qu'il a écrit, c'était avec l'arrière-pensée ou l'arrière-question, est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut dire? Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut l'écrire? Voilà. Même les choses qui sont considérées comme des morceaux d'anthologie maintenant, c'est-à-dire le Paris, le grand fragment sur les deux infinis, etc., il y a toujours en arrière-plan l'idée de oui, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va porter? Est-ce que ça va faire l'effet que je voudrais? Voilà. Alors, avant, je vais donner un exemple, un seul. Vous le voyez, je l'ai ajouté à la dernière minute. Si vous retournez la page, donc ce qui est marqué page 2, ah mais non, attendez, j'ai pas ça. Oui, voilà, je l'ai là. Vous devez avoir un passage sur la deuxième colonne de la page 2 qui commence par « Lorsqu'on ne sait pas la vérité d'une chose ». Vous avez ça? Ça a été reproduit ou non? Non? Ah, c'est catastrophique. Bon, je vais le lire à haute voix. Non, parce que j'avais donné un deuxième état, puis finalement, il n'est pas passé. Alors, il y a un fragment qui est très célèbre. Dès que je vais vous lire les premières lignes, vous allez tout de suite le reconnaître. Et en général, ce fragment, on n'en cite que la première partie. En fait, il comporte 2 parties. Et ces 2 parties, c'est intéressant d'ailleurs, quand on regarde comment ici est pris, elles étaient au recto verso de la même feuille. Voilà, c'est pour ça que des fois, selon les éditions, on ne les met pas ensemble. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, mais ça va pas du tout dans le même sac. » Ça, par exemple, première partie, ça va sur relativité des vérités, etc. Puis la deuxième, c'est sur l'éloquence. Voilà. Alors, moi, ma thèse, c'est que c'est sur le même bout de papier, que ça porte, vous allez voir à quel point c'est lié, et que c'est les 2 faces d'une même réflexion. Et je vois là une image assez parlante de la manière de travailler de Pascal. C'est-à-dire, il écrit quelque chose, et aussitôt après, soit dans sa tête, soit sur le papier,
il fait un commentaire ou une question sur la manière adéquate de dire ce qu'il voudrait dire. Ça commence à devenir obscur. Je vais tout de suite lire le texte de Pascal. Très connu. Lorsqu'on ne sait pas la vérité d'une chose, il est bon qu'il y ait une erreur commune qui fixe l'esprit des hommes. Comme par exemple, la lune à qui on attribue le changement des saisons, le progrès des maladies, etc. Car la maladie principale de l'homme est la curiosité inquiète des choses qu'il ne peut savoir, et il ne lui est pas si mauvais d'être dans l'erreur que dans cette curiosité inutile. Donc c'est une phrase qui est très très souvent citée, hein, c'est-à-dire, c'est comme à propos de la lune ou à propos de n'importe quoi, ce qui est bon, c'est pas la vérité, on ne peut pas la connaître, la justice, on ne peut pas la connaître, il faut juste se mettre d'accord pour rendre la vie viable. Voilà, pragmatisme de Pascal, relativité de tout ce qui est strictement humain, avec la volonté de pas de guerre, pas de dissension, une espèce de consensus qui permet la vie en commun. Je retourne le papier, j'imagine que c'est moi qui l'ai trouvé la première fois, et voilà ce que j'écris, ce que je trouve écrit sur le verso du papier où Pascal a écrit cette pensée, qui d'ailleurs, je le dis, sans esprit polémique du tout, je me suis aperçu, en préparant ce petit exposé d'aujourd'hui et en cherchant sur Internet pour ne pas avoir à faire moi-même la saisie du texte, j'ai essayé de le saisir sur un site où il existe dans plein d'endroits, mais il n'y a que la première partie qui existe. Et par exemple, c'est souvent donné comme sujet de bac ou comme sujet de philo, mais on se contente de la première partie, c'est-à-dire de ce que je viens de lire. Alors que Pascal, sur le verso, il a écrit ceci. La manière d'écrire d'Épithète, de Montaigne, de Salomon de Dulcie, anagramme de Louis de Montal, qui est lui-même un pseudonyme de Pascal. Je reprends. La manière d'écrire d'Épictète, de Montaigne, de Salomon de Dulcie est la plus d'usage qui s'insinue le mieux, qui demeure plus dans la mémoire et qui se fait le plus citer. Parce qu'elle est toute composée de pensées nées sur les entretiens ordinaires de la vie, comme quand on parlera de la commune erreur qui est parmi les hommes que la lune est cause de tout. On ne manquera jamais de dire que Salomon de Dulcie dit que lorsqu'on ne sait pas la vérité d'une chose, il est bon qu'il y ait une erreur commune, etc., qui est la pensée ci-dessus. Alors, j'arrive même pas à comprendre comment certains éditeurs... Bon, un autre jour, je parlerai des éditions des pensées de Pascal. Je vous assure qu'il y a au moins un roman à faire là-dessus. C'est magnifique comme sujet. J'arrive même pas à comprendre comment certains éditeurs peuvent dissocier ces deux fragments. Mais, parce qu'en fait, c'est visiblement le recto et le verso d'un seul et même fragment. Alors, ça laisse rêveur. Hein, c'est-à-dire que si on cite seulement la deuxième partie sans la première ou inversement, on perd manifestement quelque chose. Donc, mon idée générale, à la fois sur ce fragment, c'est même pas la peine de le démontrer, mais sur beaucoup d'autres, c'est que Pascal fonctionne toujours de cette façon. C'est-à-dire il essaye toujours de se faire citer le plus facilement. C'est-à-dire de trouver la formule qui fait le plus mouche et qui va rester dans les esprits. Comme Montaigne, qu'il admirait beaucoup pour ça. Comme Épictète, qu'il admirait aussi beaucoup pour ça. Et même s'il les méprise ou s'il les conteste pour d'autres raisons, leur manière d'écrire, il l'envie. Dans l'idéal, c'est ce qu'il voudrait. Alors, quel est son problème? Pourquoi il ne peut pas, sans réticence, sans arrière-pensée, s'y prendre comme Montaigne ou comme Épictète? D'abord, il n'a pas la même chose à vendre. C'est la principale raison. Et la deuxième raison, c'est que ce qu'il a à vendre, quoi que ce soit, et qui est donc la matière du projet dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a quelque chose à voir avec sa propre expérience de vie. Donc là, je vais faire un peu de biographie, de biographisme sommaire. Donc, Pascal, comme vous le savez, peut-être a été converti, reconverti. Voilà. Il a eu une nuit d'extase au cours de laquelle il lui a été communiqué quelque chose d'incommunicable. Voilà. Il a immédiatement, au cours de cette nuit, qui était la nuit de la Saint-Clément, c'est par hasard, il a immédiatement noté sur un petit papier, à peu près du format de ceux qu'on trouve dans l'Élias. Hein. Il a immédiatement écrit sur un petit bout de papier
l'essentiel, ce qu'il pensait être l'essentiel de l'expérience qu'il venait de vivre, mais qui était de l'ordre de totalement incommunicable. D'ailleurs, quand on le lit, ça s'appelle, c'est connu sous le nom de mémorial. Hein, c'est un petit bout de papier qu'il a écrit en mémoire de ce moment de grâce et d'extase. On s'aperçoit que ce sont des phrases qui ne sont pas rédigées, feu, 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 joie, pleurs de joie, etc. Ce sont des espèces de jaculations, comme aurait dit Barthes, des exclamations écrites qui ne sont pas de l'ordre, qui sont grammaticalement, syntactiquement, etc., totalement informes. Voilà. Mais il fallait absolument garder une trace, c'est mêlé de citations. Bon, je n'ai pas apporté ce texte-là, mais disons que mon hypothèse, si je la précise un tout petit peu, c'est que il s'agissait, après cela, d'écrire quelque chose qui, non seulement qui n'ignore pas cet événement, mais qui en plus lui permettent au plus grand nombre de gens de le connaître sans en avoir communication, c'est-à-dire de les préparer sans ricaner et sans scepticisme à faire éventuellement, sachant que ce n'est pas de l'ordre de la décision de Pascal lui-même, la même expérience que lui. Voilà. Donc il y a deux ordres de choses. Il y a la vie qu'on mène, le métier qu'on exerce, la rhétorique à laquelle on est habitué. Et puis d'un seul coup, dans votre vie, il y a quelque chose qui déboule sans crier gare, feu, voilà. Au feu. Ça brûle, c'est quelque chose qui m'illumine. Je n'ai pas les mots pour le dire, mais à partir du moment où j'ai connu ça, là je mets à la place de Pascal, rien n'est plus pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a un langage qui est susceptible de faire la place à ce genre d'expérience? C'est certainement pas le langage de l'argumentation. Ça ne se démontre pas. Ça ne se déduit pas. Il n'y a pas de loi logique qui permette d'en rendre compte. En même temps, c'est une expérience humaine. Donc, peut-être qu'elle n'est pas seulement humaine, mais c'est quand même une expérience qui, en tout cas, pour l'humain, et j'insiste, rationaliste, si Pascal n'est pas rationaliste, il n'y a pas de rationaliste, c'est un rationaliste pur et dur, Pascal. Pur et dur. Les deux mots sont vrais. C'est un rationaliste intransigeant. Hein, et il est capable de mépriser le plus grand nombre possible de gens si les lois de la logique ou des mathématiques sont prises en défaut par ces gens. Hein. Il ne transige pas là-dessus. Donc, il y a deux ordres et il y a une rhétorique à trouver. Voilà. Les pensées n'ont jamais accédé, sauf peut-être à de rares moments, mais vraisemblablement ces moments auraient bougé, n'a jamais accédé à une manière de dire qui soit absolument, pour Pascal, convaincante. Voilà. Parce que tout emprunte quelque chose à un genre qui lui-même est compromis dans d'autres pratiques et qui, finalement, ne fera peut-être pas le bon office. Donc, je crois que j'avais choisi comme titre pour cette petite présentation « Existe-t-il une rhétorique du cœur ?» Il est temps peut-être que je l'explique. Et là, si vous avez le texte, au moins je sais que ça a été reproduit, les extraits de L'Art de persuader, j'ai reproduit le tout début. L'art de persuader a un rapport nécessaire à la manière dont les hommes consentent à ce qu'on leur propose. Il faudrait commenter consentent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément convaincus. Ils consentent. Consentir, ça veut dire ne plus opposer de résistance. Ça ne veut même pas forcément dire oui. Ça veut dire ils acquiescent, ils font leur la proposition qu'on leur tient ou le discours qu'on leur adresse. Donc, l'art de persuader a un rapport nécessaire à la manière dont les hommes consentent à ce qu'on leur propose et aux conditions des choses qu'on veut faire croire. Alors, si mon hypothèse est exacte, la condition de la chose qu'on veut faire croire, c'est-à-dire une brusque illumination, une espèce de révélation, une grâce, eh bien, évidemment, ça va avoir une incidence sur sur la manière dont je dois m'y prendre pour essayer de persuader les gens, de laisser ouvert quelque part de leur personne à ce qui peut advenir et dont personne ne peut dire si ça adviendra. Personne n'ignore, dit Pascal, qu'il y a deux entrées. Voilà pourquoi je dis, y a-t-il une rhétorique du cœur ? Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l'âme, qui sont ces deux principales puissances. L'entendement, Pascal connaît bien, il est lui-même mathématicien,
physicien, il travaille sur les probabilités, il est l'inventeur de la première machine à calculer, et il a frôlé de peu la découverte de la logique infinitésimale. Donc, l'entendement d'un côté et la volupté de l'autre. Alors, je vais mettre dans une colonne tout ce qui est du côté de l'entendement, et de l'autre côté, tout ce qui est de l'ordre de la volonté. Alors la volonté, il ne faut pas l'entendre au sens de « je le veux, je me donne les moyens d'obtenir ce que je veux, qui veut la fin, veut les moyens, etc. » Non, la volonté, c'est cette faculté qui est éminemment flexible et qui, parfois, est active, mais parfois, et c'est ça que Pascal essaye c'est vers ça que Pascal tend, au fond, elle peut être aussi passive, cette volonté. Elle peut baisser la garde. Voilà, elle peut baisser la garde. L'entendement ne peut pas baisser la garde. L'entendement, il reste l'entendement. La volonté, elle est malléable, elle est flexible, elle est sensible à beaucoup de conditions qui ne sont pas de l'ordre de la logique. Alors, du côté de l'entendement, donc, il y a la preuve, il y a l'argument, il y a la démonstration, et du côté de la volonté, il y a 1000 choses. Il y a 1000 choses que Pascal a théorisées, mais pas lui seulement. C'est-à-dire beaucoup de petites choses infimes qui font que on a tendance à croire un tel parce qu'il est bien habillé, parce qu'il parle bien, parce qu'il fait partie d'une institution qu'on révère, parce qu'il fait des phrases avec des imparfaits du subjonctif, alors qu'il n'y en a quand même plus beaucoup. Ils font partie des... Non, c'est vrai, on voit disparition de l'imparfait du subjonctif, etc., etc. Donc, beaucoup d'autres choses, une certaine grammaire, un certain choix de vocabulaire, un certain ton de voix, une certaine manière de se présenter. Pascal n'est pas du tout un inventeur en cette matière, et je vais dire tout de suite dans quelle lignée théorique il se situe. Et donc, Pascal dit, moi je connais très bien la première manière, la manière de l'entendement, je sais très bien comment on s'y prend. Je connais la logique, je connais les mathématiques, et si je veux parler dans ce petit opuscule de l'art de persuader, je vais me limiter, il le dit un peu plus bas, je ne peux pas lire tous les extraits, mais il le dit un peu plus bas, je vais me limiter à ce que je sais, c'est-à-dire en fait des choses qui sont assez faciles à exposer, mais qui, dit Pascal, ne sont pas exactement celles après lesquelles je cours. Voilà. Moi, je cours après autre chose, et j'avoue, Pascal dit ça, j'avoue, je ne sais pas faire. Il dit par exemple, regardez c'est dans le paragraphe 16. Ça vaut la peine de lire là. Donc, deux méthodes. Hein. Convaincre, persuader, c'est la... Convaincre, persuader, c'est l'alternative sous laquelle on présente ordinairement ces deux postures. Lui, il dit agréer, hein, l'art d'agréer, c'est-à-dire de faire dire oui ou de ne plus faire dire non à la personne à qui on parle, qui finalement vous suit. Voilà. Hors de ces deux méthodes, l'une de convaincre, l'autre d'agréer, je ne donnerai ici que les règles de la première. Et encore, au cas qu'on ait accordé les principes et qu'on demeure ferme à les avouer autrement, je ne sais s'il y aurait un art pour accommoder les preuves à l'inconstance de nos caprices. Voilà le problème. Une des façons de poser le problème, c'est-à-dire, oui, si on est tous d'accord sur les principes, si on est d'accord qu'il n'y a que ces principes qui peuvent avoir un effet sur notre manière de croire, de penser, de raisonner, alors je sais faire. Le problème, je vais faire ça, dit Pascal, le problème c'est que je sais que ça ne va pas suffire, parce que je sais que nous sommes capricieux, c'est-à-dire nous avons un esprit qui est vagabond, qui est inconstant, qui est labile, qui est fluctuant, et que cette inconstance, elle ruine à peu près déjà toute entreprise sérieuse, même d'user de ces principes. Mais ce n'est pas tout. Mais la manière d'agréer, donc la deuxième manière, celle en fait qui serait propre à rendre compte de l'expérience de la grâce, est bien sans comparaison plus difficile, plus subtile, plus utile et plus admirable. Il n'y a pas un seul politique qui va vous dire le contraire. À l'époque où on est, tout le monde sait que l'art de convaincre, ça ne sert à rien, mais l'art d'agréer, ça, on aimerait bien savoir la recette, parce que pour eux, ça serait vraiment utile.
bien plus utile et plus admirable. Aussi, si je n'en traite pas, c'est parce que je n'en suis pas capable. Et je m'y sens tellement disproportionné que je crois la chose absolument impossible. Ce n'est pas que je ne crois, je poursuis au paragraphe 17, qu'il y ait des règles aussi sûres pour plaire que pour démontrer. Donc, Pascal postule, pour répondre à la question que je posais, est-ce qu'il y a une rhétorique du cœur? Pascal postule que oui, il y en a une. Mais, dit-il, moi je ne la connais pas. Je la cherche, je pense qu'il y a des gens qui savent, il sait ce qu'il va dire dans un moment, mais personnellement, bien que ça soit bien plus important, je ne me sens pas capable. Ce n'est pas que je ne crois qu'il y ait des règles aussi claires, aussi sûres pour plaire que pour démontrer, et que qui les saurait parfaitement connaître et pratiquer ne réussit aussi sûrement à se faire aimer des rois, de toutes sortes de personnes, qu'à démontrer les éléments de la géométrie. À ceux qui ont assez d'imagination pour en comprendre les hypothèses. Mais j'estime, et c'est peut-être ma faiblesse qui me le fait croire, qu'il est impossible d'y arriver. C'est très fort comme proposition. J'estime qu'il est impossible d'y arriver. Au moins, je sais que si quelqu'un en est capable, ce sont des personnes que je connais. Donc, les commentateurs de Pascal s'épuisent à dire « Ah, peut-être qu'il pense à machin, ou à machin, ou à machin ». Au moins, je sais que si quelqu'un en est capable, ce sont des personnes que je connais et qu'aucun autre n'a sur cela de si claire et si abondante lumière. Donc, les éditeurs disent en général, enfin les éditeurs, les pascaliens, ceux dont je parlais tout à l'heure, et parmi lesquels je compte certains amis, pensent qu'il s'agit des gens de Port-Royal, hein, de certaines personnes de Port-Royal, par exemple peut-être Arnaud, peut-être Nicole, des gens comme ça. Mais peu importe, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'aveu d'impuissance sans nuance, hein, que fait Pascal ici. C'est-à-dire, moi, je sais que c'est hors de ma portée, c'est disproportionné par rapport à moi. Je ne sais pas le faire. Alors, je vais lire pour donner la dernière touche à cette impuissance et pour montrer à quel point Pascal est quand même un esprit incroyablement subtil, le paragraphe 14, que je cite très souvent, et qui, en fait, il faudrait l'enchaîner avec le paragraphe 13, et qui se termine quand même sur une notation assez stupéfiante. Alors, Pascal dit que très souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ont des intérêts divers, voilà, qui sont appelés par une chose, mais en même temps qui sont appelés par une autre. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça devient difficile de savoir pour l'orateur à quelle partie, si on peut dire, à quelle partie de leur auditeur ils vont s'adresser, pour être sûr d'être écoutés, pas forcément entendus. Donc, après avoir évoqué ça, je vais lire quand même très vite sans le commenter le paragraphe 13. En toutes ces rencontres, il n'y a point à douter. Mais il y en a où les choses qu'on veut faire croire sont bien établies sur des vérités connues, mais qui sont en même temps contraires au plaisir qui nous touche le plus. Et celles-là sont en grand péril de faire voir par une expérience qui n'est que trop ordinaire, ce que je disais au commencement, que cette âme impérieuse, qui se vantait de n'agir que par raison, suit par un choix honteux et téméraire ce qu'une volonté corrompue, c'est-à-dire le contraire de l'entendement, le sentiment, disons, des fois il dit le cœur, ce qu'une volonté corrompue désire, quelque résistance que l'esprit trop éclairé puisse y opposer. Alors voilà le paragraphe qui pour moi est sidérant. C'est alors, dit Pascal, donc dans ces circonstances particulières, c'est-à-dire où l'entendement se trouve en rivalité avec une partie de nous qui ne raisonne pas, mais qui ressent les choses et qui se dit sans se le dire, oh là là, si j'accepte ça, je vais être obligé de céder là-dessus. Non, 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 non. Tenons-en à ça, je ne peux pas admettre ça. C'est alors qu'il se fait un balancement douteux entre la vérité et la volupté. Et que la connaissance de l'une et le sentiment de l'autre, donc dans mes deux colonnes, il y a la connaissance, c'est du côté de l'entendement, de la raison, et le sentiment, c'est du côté de la volonté, du cœur, etc. De la volupté, si on veut. C'est alors qu'il se fait un balancement douteux entre la vérité et la volupté, et que la connaissance de l'une et le sentiment de l'autre font un combat dont le succès
est bien incertain, puisqu'il faudrait, pour en juger, connaître tout ce qui se passe dans le plus intérieur de l'homme, que l'homme même ne connaît presque jamais. Pascal, précurseur de Freud. Voilà. J'exagère un tout petit peu, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Donc Pascal, ici, touche à quelque chose qui est quand même assez étonnant. C'est-à-dire, il dit, si on voulait une rhétorique à toute épreuve, si on voulait vraiment faire mouche à tous les coups, alors il faudrait, selon la formule biblique, savoir sonder les reins et les cœurs. Mais ça serait difficile. Même l'homme est incapable de le savoir. Il faudrait que ce soit un esprit qui, de l'extérieur, presque un esprit divin, qui connaisse le plus intime de l'homme, et que l'homme lui-même ne connaît presque jamais, pour pouvoir faire, je ne sais pas quel mot employer, pression, levier, pour inciter l'esprit qui reçoit cette parole à céder, voilà, à ne plus rien opposer à cette incitation qui aurait été, si on comprend bien quand même, très savamment calculée. À la fois, on admire l'intuition de Pascal qui se dit qu'il faudrait absolument te connaître. En même temps, disons-nous aussi, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Imaginons que quelqu'un connaisse tous ces leviers. Il peut faire exactement ce qu'il veut, de tout auditoire. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière dans mon propos pour dire que Pascal, quand il intitule son petit opuscule de l'art de persuader, se situe déjà dans une certaine perspective théorique et, disons, historique dans l'histoire de la philosophie. Comme vous le savez, cette affaire est une vieille affaire, très très vieille affaire, aussi vieille que la parole des hommes vivant entre eux, et que les deux plus grands esprits qui sont à l'origine de la pensée occidentale, c'est-à-dire les deux plus grands philosophes qui sont Platon et son élève très très génial Aristote. Platon était lui-même un traître, donc il a trahi Socrate, donc il n'a pas à se plaindre d'avoir été trahi par Aristote. Je pense qu'il a été content, au fond, comme on sera tous contents d'être trahis par nos étudiants, si c'est de cette manière qu'ils nous trahissent. Donc la répartition est la suivante. Comme vous le savez, la tradition très ancienne, la plus ancienne, c'est condamnation féroce de toute rhétorique. Comment, dit Socrate à Gorgias, tu vas me détromper tout de suite. J'ai entendu dire, dis-moi que c'est pas vrai, j'ai entendu dire que tu prétends être tellement fort en rhétorique que devant le spécialiste de n'importe quel domaine, tu peux l'emporter sur ce spécialiste parce que tu parles mieux que... Ben oui, dit Gorgias, c'est vrai, je le fais tous les jours. Non, mais attends. Imaginons par exemple quelqu'un qui est très très malade. Il y a un médecin à côté de lui, il sait tout sur la médecine. Toi, tu sais rien. Si tu es en discussion avec ce médecin, tu penses que la famille va plutôt t'écouter, toi, que le médecin. Mais oui, dit Gorgias, absolument, j'ai déjà fait l'expérience. Donc, Socrate construit son argumentation là-dessus en disant, bon, l'affaire est entendue, n'en parlons même plus. La rhétorique, j'allais employer une expression très très vulgaire, mais on n'en veut pas. Voilà. Elle est répréhensible en ce sens que la vérité n'est pas son affaire et que ce qui lui importe, c'est seulement de l'emporter dans n'importe quel débat, dans n'importe quelle circonstance, et d'imposer. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça vaut la peine de payer c'est le deuxième reproche de ce que Socrate fait à Gorgias, et en plus tu te fais payer pour ça. Voilà. Alors l'élève de donc condamnation qui a perduré, il y a une tradition anti-rhétorique, comme vous le savez, jusqu'au XXe siècle et même jusqu'au XXIe siècle. Et dans les premières pages de Totalité infinie de Lévinas, par exemple, on trouve une allusion à cette condamnation par Platon, par Socrate, Platon, interposé, de la rhétorique. Et Lévinas, qui est un des plus grands et des plus merveilleux rhétoriciens que je connaisse, s'inscrit tout à fait dans cette lignée. Comme Rousseau, d'ailleurs. Comme Rousseau, qui écrit un discours qui est un chef-d'œuvre de rhétorique, le premier discours, c'est pas Patrick qui va me démentir, le discours sur les sciences et les arts, qui condamne expressément, explicitement la rhétorique, est un chef-d'œuvre magnifique de rhétorique. Bon. Et Platon lui-même n'était pas en reste sur la question de la rhétorique. Alors, que dit son élève ? Son élève, là, du coup, ce n'est pas une faute d'impression, mais je dis simplement la première phrase du deuxième chapitre de la rhétorique d'Aristote qui donne la définition que Aristote propose de la rhétorique. Et vous allez voir la distance énorme, déjà, qui sépare l'élève du maître à ce moment-là. Et je dirais, je ne fais pas cours là-dessus, là maintenant je ne fais pas un exposé là-dessus, mais cette répartition des rôles est après la même
à peu près, à peu de choses près, qu'on retrouve à propos de la tragédie, par exemple. L'opposition que Platon et Aristote sur la tragédie, ils se sont exprimés tous les deux sur les sujets, est à peu près du même ordre. On pourrait faire 2 colonnes et voir que finalement, c'est la même logique, ce qui est normal, qui prévaut dans les 2 cas. Alors, que dit Aristote sur la rhétorique? La rhétorique est la faculté de considérer pour chaque question ce qui est propre à persuader. Il emploie le mot de persuader. Il ne condamne pas. Il dit, et on va dire les règles pour ça. Il y a des règles. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est ce qui est plus propre à persuader que c'est immoral. Aristote est quelqu'un, il n'y a pas plus pragmatique qu'Aristote. Il continue comme ça. Ceci ne le fait d'aucun autre art. Spécificité de la rhétorique, elle n'a pas de domaine. C'est comme l'aviation dans l'armée. D'où le mépris de l'armée de l'air et de la marine, de l'armée de terre et de la marine. C'est quoi ton domaine finalement? Tu tires sur quoi? Tu tires sur terre. Bon, bah alors tu es avec nous, tu fais partie de l'armée de terre. Ah ben non, parce que tu fais partie de l'armée de terre. Ben non, j'ai pas de. Bon, il n'a pas de domaine. Voilà. Alors la rhétorique, c'est pareil. C'est comme la philosophie. Ceci ne le fait d'aucun autre art, car chacun des autres arts instruit et impose la croyance en ce qui concerne son objet. Mais Gorgias a raison de dire, mais moi, j'ai pas d'objet. Je peux parler de tout, de la politique, de la morale, de la médecine, de la cuisine et de la gymnastique. Par exemple, le médecin en ce qui concerne la santé et la maladie, la géométrie en ce qui concerne les conditions diverses, etc. La rhétorique semble, sur la question donnée, pouvoir considérer en quelque sorte ce qui est propre à persuader, quel que soit le domaine. Voilà ce qui nous fait dire qu'elle n'a pas de règle applicable à un genre d'objet déterminé. Elle n'a pas de règle applicable à un genre d'objet déterminé. Donc, ça, c'est le grand pragmatisme d'Aristote qui lui fait dire, serions selon les domaines. Donc, on va voir ce que ça donne dans l'assemblée, on va voir ce que ça donne au tribunal, on va voir ce que ça donne au cimetière quand on fait l'éloge de quelqu'un qui vient de nous quitter, ou qu'est-ce qu'on va faire quand on va transférer les cendres de Jean Moulin au Panthéon, par exemple. C'est ni de l'Assemblée nationale, ni du tribunal. C'est une autre rhétorique. Alors, Pascal, très clairement, me semble-t-il, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Pascal se situe très clairement, ne serait-ce que par son titre, du côté d'Aristote. C'est-à-dire, il ne blâme pas. Au contraire, vous avez vu, il est même prêt à faire l'éloge des gens qui sont capables de ce dont lui se dit incapable, c'est-à-dire de convaincre à tout coup. C'est-à-dire de faire que la volonté se rende et baisse un peu la garde, et que l'entendement, baisse un peu la garde. Alors, je vais aller vite pour qu'il y ait quand même une petite discussion. Je pense que Pascal, je ne l'ai pas dit, mais peut-être la chose principale qui le distingue de Montaigne, c'est que Montaigne parle de lui. Il y a un fragment dans lequel il dit ça. Il dit, donc comme vous le savez, il admire Montaigne par beaucoup de côtés, mais par d'autres côtés, il le redoute, en fait, il en a peur. Et il dit, il ne raconte que des histoires et il ne parle que de lui. Ce n'est pas exactement dit comme ça, mais c'est une seule phrase dans laquelle les deux torts figurent l'un à côté de l'autre. Il raconte des histoires et il ne parle que de lui. Et ça, ce sont deux choses impossibles pour Pascal. Alors on pourrait se dire, si Pascal franchissait un peu le pas, c'est-à-dire s'il racontait ce qu'il a vécu, ça aurait peut-être une chance, mais il faudrait qu'il raconte, parce que ça fait l'objet d'un récit. Or, vous savez que ce papier dont j'ai parlé, le mémorial, il ne l'a pas accroché sur ces petits bouts de fer-là. Il ne les a pas mis dans les liasses. Il l'a accroché, mais à l'intérieur de son vêtement, et à chaque fois qu'il changeait de vêtement, il décousait son habit lui-même. On s'en aperçut à sa mort. Ce n'est pas sa sœur bien-aimée qui faisait ça, ni une servante. C'est seulement lui. Donc Pascal, c'est une bonne nouvelle que je vous apprends, il savait coudre. Il savait coudre et découdre. Voilà. Remarquez, les éditeurs de Pascal, ils savent coudre aussi. C'est-à-dire, pour la couture, ils sont très très bons. Et en fait, en ça, ils sont pascaliens. Donc il a gardé ce petit bout de papier, il l'a gardé par devers lui, tout contre son cœur, la rhétorique du cœur, si vous voulez, elle est là, mais c'est du non communicable. C'est une liasse qui est invisible. C'est un bout de papier, c'est un fragment qui est invisible. On ne raconte pas. Le récit est quelque chose
qui est interdit pour Pascal. On peut exposer, on peut démontrer, mais dès qu'on raconte, on est dans l'ordre de la fiction, et donc on n'est pas dans les clous. Voilà. Et deuxièmement, Montaigne ne parle que de lui-même. Or, on ne peut pas, étant donné ce que pense Pascal, on ne peut pas construire un livre comme celui qu'il a dans l'esprit en parlant de lui-même, puisqu'il vise à l'universel. Alors, la précaution de Montaigne, qui dit qu'il est un petit résumé de l'humaine condition, ça ne va pas du tout avec Pascal, qui préfère emprunter ses exemples à différents domaines. Alors, je reviens maintenant peut-être en guise de conclusion, ou quelque chose qui ressemble à la manière dont peut-être ces textes nous concernent, nous, enseignants. Alors, c'est donc maintenant un vieil enseignant, presque en fin de carrière, qui vous parle et qui est de plus en plus sensible au fur et à mesure qu'il s'adresse à des auditoires divers. Je ne veux pas les énumérer ici, mais je m'adresse vraiment à même encore maintenant, peut-être plus encore qu'avant, à des auditoires très très divers. Je suis de plus en plus sensible à cette question. C'est-à-dire ce qui peut s'exposer clairement, ce qui peut faire l'objet d'une prise de notes, d'un raisonnement, d'une discussion. Je ne dis pas que c'est nul, et je ne dis pas que je ne le fais pas. Je le fais des fois, mais je ne considère pas, là je parle en enseignant et en vieil enseignant, je ne considère pas, et je considère de moins en moins, que c'est l'essentiel de mon travail. J'ai beaucoup changé sur cette question. Et je dirais que moi, je suis comme Blaise Pascal sur ce point. Je cherche la meilleure manière, que je ne connais pas, de dire, et avec une marge d'erreur qui peut être énorme des fois. Et voilà, par exemple, dans le paragraphe 18 que je pourrais signer, je dirais, la raison de cette extrême difficulté vient de ce qu'est les principes du plaisir. Donc, ce sont ces principes-là qu'il s'agit d'atteindre. Nous, on n'a pas l'intention d'ennuyer nos élèves. On a l'intention de leur plaire. Si on ne leur plaît pas, on peut faire ce qu'on veut, on n'arrivera à rien. Donc, autant le savoir. Non, c'est pas. Il faut être un tout petit peu réaliste de ce point de vue. Si on ne les séduit pas, on n'arrivera à rien. Il faut faire en sorte que notre discours les mette dans une certaine disposition d'esprit où ce qui viendra de notre bouche sera entendu favorablement. Si on ne fait pas ce travail-là, parce qu'on le considère comme indigne de nous, j'admets très bien ça, qu'on puisse dire ah non, mais nous on n'est pas pour ça, on n'est pas là pour les séduire, on n'est pas des marchands, etc. Bon, d'accord. Mais si on ne fait pas ça, je le sais de plus en plus intimement, on n'arrivera à rien avec eux. La raison de cette extrême difficulté vient de ce que les principes du plaisir ne sont pas fermes et stables. Ils sont divers en tous les hommes, variables dans chaque particulier, avec une telle diversité qu'il n'y a point d'homme plus différent d'un autre que de soi-même dans les divers temps. Un homme a d'autres plaisirs qu'une femme. Nous, c'est pas de chance. Avant, il n'y avait pas la mixité, c'était super. Non, mais c'était bien. Les hommes, ils raisonnent d'une certaine façon. Tu t'adresses à des hommes, c'est bon, tu sais comment leur parler. Les femmes, pareil. Enfin, les femmes, c'est plus dur. Mais bon. Mais quand il y a les deux ensemble, là, t'es mort, tu peux rien faire. Un homme a d'autres plaisirs qu'une femme. Un riche et un pauvre, remarquez, ça c'est plus simple. Parce que comme il y a des ghettos maintenant, c'est-à-dire moi j'ai enseigné pendant très longtemps en zone d'éducation prioritaire, j'avais pas du tout ce problème-là. J'avais pas de riches. Un riche et un pauvre en ont de différents. Un prince, un homme de guerre, un marchand, un bourgeois, un paysan, les vieux, les jeunes, les sains, les malades, tous varient. Les moindres accidents les changent. Comment voulez-vous qu'on fasse du bon travail avec ça? Oui, mais c'est notre travail. C'est notre travail à nous. Si ce n'est pas à ça qu'on est confronté, c'est à ça qu'on est confronté à chaque heure de cours qu'on fait. On est obligé. Et on le fait, je dirais, instinctivement, comme la pupille de notre œil s'accommode dès que la lumière change autour de nous, aussitôt l'œil s'accommode. C'est-à-dire il fait la bonne ouverture de diaphragme de façon qu'on y voit le mieux possible. Alors, je pense que le bon enseignant, c'est celui qui a une telle sensibilité que immédiatement il accommode son discours à son auditoire. Mais c'est vrai que plus les auditoires sont
Moi, je suis pour la diversité. Attention, je suis dans une contradiction totale. Je ne suis pas du tout pour les ghettos. Je suis pour que tout le monde soit mélangé. Mais ça ne simplifie pas les choses. Ça ne simplifie pas les choses d'un point de vue de l'enseignement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va enseigner à nos élèves du point de vue de la rhétorique? Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la rhétorique de différentes manières. Et je sais qu'il y a des consignes, alors je sais pas, dans les instructions officielles que je ne connais pas très bien, il y a des consignes pour enseigner telle figure, telle figure. L'oxymore, les étudiants, ils adorent. Ils adorent. Ils adorent le mot, ils adorent la chose. Ils en repèrent même où il n'y en a pas, mais ils adorent. Métaphore, ça va. Métonymie, c'est plus dur. Bon, ils savent 2-3 trucs, et puis ils sont contents, et puis on leur... Quand même, c'est partie des consignes, il faut savoir les figures. Moi, je pense que ce n'est pas très important. Voilà. J'espère que Daniel ne va pas me... Si tu veux, j'en reviens pas, hein, Daniel. C'est pas, pas de principe. Je pense Ici, ça sera compliqué quand même. Je pense que c'est pas ce qui est essentiel. En revanche, je pense que si on leur parle de l'art de persuader, y compris, et je l'ai fait quelquefois, y compris de notre difficulté à leur parler, ils y seront d'autant plus sensibles qu'on leur montrera que c'est à ça qu'ils sont confrontés eux-mêmes en permanence, et c'est à ça qu'ils seront tôt ou tard confrontés. D'une part, il faut les mettre en garde, je pense, contre le fait que, même si personne ne sait exactement manipuler tout le monde, il y a quand même des gens qui sont plus forts que d'autres pour manipuler, et qu'il vaut mieux le savoir, et leur faire voir plutôt les ressorts de l'argumentation, les roueries possibles des discours des autres, quitte à les rendre capables eux-mêmes de pratiquer. Ce n'est que quand on a l'art de persuader soi-même qu'on est le plus prévenu contre ceux qui essayent de nous manipuler. Donc je pense que cette affaire de l'art de persuader, qui est une affaire éminemment pédagogique, c'est la grande, pour moi, c'est la grande affaire de la pédagogie. Vraiment. La pédagogie, pour moi, maintenant, ce n'est plus tellement une affaire de contenu. Voilà. Vraiment plus. Mais c'est une affaire de stratégie de discours, de stratégie de discours. Il faut que les étudiants, les enfants, les adultes à qui on s'adresse, moi je m'adresse à beaucoup d'adultes aussi, ne serait-ce qu'à l'université, mais à des gens beaucoup plus âgés aussi, ils sachent que les discours, ce ne sont jamais des pratiques qui sont neutres, qui sont innocentes, et que la première caractéristique du discours, c'est qu'il fait un effet. Voilà. Il vaut mieux le savoir. Il vaut mieux le savoir. Et que cet effet, ce n'est jamais seulement d'informer. Je fais un exercice il n'y a pas très longtemps, même avec des adultes, sur les différentes manières de dire à quelqu'un de fermer une porte. Voilà. Ferme la porte est une manière terrible de dire les choses. J'espère que vous ne dites jamais ça. C'est très traumatisant. Il y a mille et mille façons de demander aux gens de fermer une porte, et l'information qui consiste à dire qu'il faut que la porte qui est là soit fermée, même là, j'emploie une périphrase assez lourde pour le dire, elle ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de dire maintenant. D'ailleurs, elle est fermée, je crois. J'ai épuisé mon temps, je pense, je le vois à l'impatience de Daniel. Je suis prêt à répondre à des objections, à des critiques et à réagir à des réactions. À propos de Pascal. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai le temps pour des questions, mais pas beaucoup plus. Voilà. Pas trop. Bon, alors, donc je résiste aux deux anecdotes qui me viennent. Je vous laisse parler, puis je les raconterai après. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à notre orateur ? Il faut savoir que Patrick, qui va prendre la parole, c'est un spécialiste de la rhétorique. J'ai la trouille de ces questions. Mais par contre, j'ai moins travaillé le micro, donc j'espère que vous m'entendez. Responsable du département de littérature française à Paris. Voilà, pour marquer tout l'intérêt majeur qu'on porte à ces journées d'études. L'année dernière, il y en a eu une, c'était très bien. Et donc, ça serait bien que ça soit un cycle à long terme. Et d'ailleurs, on va se retrouver avec Daniel Guillaume, avec Bruno, probablement en avril. Oui, pour qu'on rencontre tout le département,
la trentaine d'enseignants, et je vois avec plaisir dans l'assistance des anciens collègues qui sont là, comme moi, Faye El-Mansouri. Et donc, ma question, alors c'est une inquiétude. Passionnant tout ce que tu dis. Mais alors j'ai une double inquiétude. Premièrement, dans les textes que tu nous donnes, je vois qu'il s'agit de plaire, de plaisir. Oui, il s'agit de convaincre, de raison. Et il y a un oublié, mais tu ne pourrais pas évidemment mettre tous les extraits nécessaires sur une page, c'est l'émotion, le pathos. Et c'est quand même le grand moyen, parce que t'entendant parler de manipulation, évidemment, c'est par le pathos. Alors, par exemple, par la peur. Je sais si c'est présent en ce moment dans les discours médiatiques, etc. Et c'est de cette inquiétude-là, je vais vers une autre, qui est mon inquiétude d'un modèle. Je vois bien ce que tu veux dire, et j'approuve. En même temps, je m'inquiète. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il faut s'adapter au public qui est devant nous. Mais si on va vers la persuasion, et tu dis, il faut persuader, dans persuader, moi j'entends le pathos, et là, il y a le modèle dont, alors il faut se décider, mais alors il est totalement antithétique de celui que j'ai comme enseignant, qui est le modèle de le club des poètes disparus, ou à peu près. Et où on arrive effectivement à une personnalité fascinante, qui persuade, qui est une espèce de gourou, un maître de la manipulation, et pour moi est précisément l'antithèse. L'antithèse, bien sûr. Donc voilà, je pense bien que c'est pas ça que tu t'entreprenais de nous conduire. C'est pas ça non plus que dit Pascal, évidemment. Voilà, exactement. Et c'est là-dessus que je voulais te demander de réagir. Alors en fait, la réponse à je vais venir sur la première question après, mais je vais dire qu'au paragraphe 3, que je vais lire maintenant, il y a la réponse à ta deuxième question. C'est-à-dire, Pascal est tout à fait conscient du danger. Et il parle notamment d'ordre, je n'ai pas dit parce que je n'avais pas le temps, mais il oppose un certain ordre naturel à un ordre qui n'est pas naturel. Et il dit, dans l'ordre naturel, il y a le raisonnement, il y a l'entendement, il y a la logique, il y a le oui, le non, le pour, la démonstration. Et dit le reste, c'est très intéressant la formule qu'il emploie, c'est contre la nature. Parce que ce qui est dans la nature, c'est l'enchaînement logique. Pascal, il est rationaliste, mais jusqu'au bout des doigts. Donc, ce qui est contraire à la logique, c'est ce qui est soit naturel, c'est ce qui est... Donc, la logique, c'est le naturel. Voilà. Donc, ce qui n'est pas naturel est de deux ordres. Soit c'est quelque chose qui est condamnable parce que ça manque à la nature, soit, paragraphe 3, je lis, en quoi il paraît que Dieu, donc il dit, je ne parle pas des vérités divines là, c'est encore une autre chose, là, à propos de l'ordre de persuader. Hein, il dit il y a encore d'autres choses qui sont d'un autre ordre, qui sont les vérités divines. Je ne parle pas de ça, dit-il, je ne vais pas en parler là. Peut-être que le projet dont j'ai parlé était là-dessus, mais dans l'art de persuader, il ne parle pas de ça. Et au paragraphe 3, il dit, après avoir évoqué justement ces vérités divines, en quoi il paraît que Dieu a établi cet ordre surnaturel, donc l'ordre des vérités divines, et ça, c'est aussi un ordre qui n'est pas conforme à la nature. Il est surnaturel. Mais c'est une autre, j'allais dire déviation, c'est un autre écart par rapport à la nature. Le premier écart, c'est un écart de corruption. La nature est corrompue par l'utilisation profane, scandaleuse, que Pascal désapprouve. Il dit tout le monde doit le désapprouver, tout le monde trouve que c'est pas bien. Mais, dit-il, tout le monde le fait. Voilà. Donc, il paraît que Dieu a établi cet ordre surnaturel, en tout contraire à l'ordre qui devait être naturel, aux hommes dans les choses naturelles. Ils ont néanmoins, les hommes, donc ceux dont tu parles, corrompu cet ordre en faisant des choses profanes, ce qu'ils devaient faire des choses saintes. Et c'est là que tout est compliqué. Parce que finalement, je finis la phrase, pardon. Parce qu'en effet, nous ne croyons presque que ce qui nous plaît, pas ce qui nous convainc, pas ce qui nous semble vrai, pas ce qui a été déduit, mais ce qui nous agrée. Voilà. Donc, le danger est très fort, et moi je trouve que Pascal est d'une clairvoyance sur ce point qui est étonnante. C'est-à-dire il voit très bien ce que tu dis, le danger que tu dis, c'est qu'il y a très peu de marge entre un discours
qui se présente comme un discours surnaturel, donc ce que tu dis par exemple le discours de gourou, admettons, c'est-à-dire le discours qui vient d'en haut et qui est non contestable parce que justement il vient d'en haut, et puis un discours qui est le discours qui est la corruption des principes du raisonnement, qui est la seule nature selon Pascal, et qui devrait seul avoir droit de citer. Mais le pragmatisme de Pascal, ça consiste à dire qu'est-ce qui est efficace. Arrêtons de nous voiler la face parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Si on s'en tient au raisonnement, on ne peut pas couvrir tous les domaines. Voilà. Et là, c'est le moment de rappeler, il y a deux moyens de connaître, il y a l'entendement et il y a le cœur. Le cœur est un moyen de connaissance pour Pascal. Est-ce qu'il y a une rhétorique pour chacun? Pascal dit oui, mais je ne connais pas la deuxième. Voilà. Et c'était quoi la première Ah oui, l'émotion. Alors, je pense que vite réglé. Oui, il en parle, mais je dirais, même si là le mot ne figure pas, et je ne crois pas qu'il figure dans ce que j'ai donné, dans les extraits que j'ai donnés, l'émotion, elle est dans la deuxième colonne. Elle est dans la deuxième colonne. Et Pascal, en bon pragmatique, ne l'écarte pas d'un revers de main méprisant. Et il dit on ne devrait pas le faire, mais faisons-le quand même, parce que si on ne le fait pas, on n'arrivera à rien. Voilà. Donc c'est compliqué. D'autres questions, oui? Je voulais avoir votre avis sur une question qu'on rencontre, un problème qu'on rencontre avec les élèves, c'est une certaine méfiance maintenant par rapport aux informations, on va dire, établies, et parfois un certain penchant pour des théories un peu complotistes. Et je voulais savoir comment aborder ce type de questions, ce type de démarche séduisante, en quelque sorte, qui s'appuie parfois sur des éléments un peu rationnels. Je pense à Internet, notamment certaines données, etc., tout en manipulant celui qui le... Est-ce que c'est est-ce que c'est plaire ou est-ce que c'est... Non, quand je dis, bon, là, il y a différentes... on se situe à différentes étapes du processus pédagogique. Là, le pain quotidien qui est le vôtre, qui est le nôtre en ce moment, face à l'horreur dans laquelle on baigne depuis 10 jours, c'est une chose. Quand je disais, il faut rendre notre parole d'abord, je dirais, c'est peut-être un préalable dans le temps, mais je dirais il faut le faire à chaque seconde, c'est-à-dire faire en sorte que Aristote parle beaucoup de ça aussi, c'est-à-dire de l'éthos de l'orateur. Il faut que l'orateur, ça soit quelqu'un qui agrée à son public. Si le public n'est pas bien disposé envers l'orateur, il ne l'écoutera pas. Voilà. Bon, tout le monde a dit ça, même Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. La démonstration de l'existence de l'astéroïde B612, selon qu'on est avec un beau costume ou selon qu'on est avec des pantoufles comme un Turc, on sera cru ou pas cru. Voilà. Mais ça, Pascal le disait déjà et Montaigne aussi. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, moi, j'ai pas de réponse à ça, sauf... c'est un travail qui n'est pas un travail sur 1 heure, sur 2 heures, sur 4 heures. C'est un travail de très très longue haleine. C'est-à-dire, je pense que effectivement, quand je dis le discours, c'est jamais quelque chose qui informe seulement, c'est toujours quelque chose d'autre. Je pense que sur un sujet donné, par exemple, l'exercice qui consiste à montrer beaucoup de discours et à démonter beaucoup de discours différents, c'est un exercice qui est très salutaire, mais c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire parce que les élèves, les étudiants, ils arrivent tous avec, comme nous, ils arrivent tous avec des idées. Ils arrivent tous, même si elles ne sont pas toujours formulées ou toujours claires, ils ont toujours un a priori, ils ont toujours une... Voilà. Je pense qu'il faut leur... Je pense qu'il faut, j'en sais rien, parce que moi je suis aussi impuissant que n'importe quel enseignant, et je vous assure que des situations où j'étais désespéré, et encore là, très 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 récemment, non mais je peux dire, parce que là j'ai l'air de parler mystérieusement, j'enseigne en prison, et j'enseigne en prison à des gens qui sont de très très graves criminels. Et par exemple, dans mes étudiants, il y a quelqu'un qui a joué un rôle déterminant des attentats du métro de Saint-Michel en 1995, c'est-à-dire qui a été jugé pour 13 morts au moins. Bon, voilà. Ces gens-là, quand on arrive au lendemain de ce qui s'est passé, ils ont un sourire jusque-là. Voilà. Et moi, je dois faire court après. Et je dis un, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc c'est pour vous dire que quand je discute de tout ça, je ne parle pas en l'air. Je veux dire, je sais ce que ça veut dire que la difficulté d'installer un discours dans certaines conditions et sur certains sujets. Voilà.
Mais là, pour vous dire toute la vérité, ça s'est très mal passé, voilà. Échec total. Ça s'est mal passé. J'ai pété les plombs, lui, il a pété les plombs. Oui, mais comment voulez-vous? Non. Je me calme parce que je sais que vous m'avez rien dit. Alors, j'ai l'air de donner des bons conseils. Dans l'idéal, je sais ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas toujours... Alors, on n'est pas toujours dans cette situation qui est folle, dans laquelle je me trouve, parce que je suis fou moi aussi, mais on est quand même toujours dans une situation où on se trouve en face d'interlocuteurs qui ont des idées plus ou moins formulées. Alors, lui, très, très formulées, mais qui sont en fait nos vrais interlocuteurs, cette part de l'homme dont Pascal parle, que l'homme ne connaît presque jamais. Voilà. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important, en fait, que nous... Après, on peut raconter ce qu'on veut sur les textes, c'est des conneries, en fait. La seule chose qui compte, ça serait de rendre perceptible, sensible, un discours qui serait d'un autre ordre que celui du terroriste, voilà. Parce que lui, ça a bossé de passer en 95. Il m'a dit il y a très très peu de temps qu'il ne regrettait absolument rien. Voilà. Bien, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais j'espère que non. Mais bon, écoute, merci beaucoup et pour ta réflexion et pour tout ce qu'elle permet, ce qu'elle enclenche. Je pense qu'on va te libérer en douceur, si on peut dire. Non, je dis juste une expérience. En prison, Pascal, ça marche terrible. Débrouillez-vous avec ça. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ça marche terrible. Alors que c'est quand même très aride, quoi. C'est quand même très difficile. Je dis ça pour que vous fassiez Pascal avec vos élèves, parce que ça a l'air d'être difficile, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui passent très très bien. Pas forcément les grands trucs sur les deux infinis. Je crois que les deux infinis, ça leur dit plus rien du tout. Là, je suis désolé. Je vais être... Non, bon, d'accord, j'arrête. Parce que là, je vais me faire vraiment virer. Du tout. Mais le temps que Florence Mauger, justement, que j'ai vu faire cours sur Pascal, et Arnaud Lémé s'installe, juste un mot... Bon, évidemment, en quelques demi-tons en dessous de l'expérience que tu viens de relater, mais de façon tout à fait complémentaire par rapport à ce dont on a discuté ce matin, à propos de la stylistique, qu'elle soit sérielle ou pas. Ce qui me paraît absolument déterminant dans ce qu'on a entendu là, c'est précisément de saisir la rhétorique dans les enjeux de l'humanité qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la réflexion, et y compris, je suis persuadé, si je puis dire, que vous pouvez prendre certains extraits parmi ceux qu'on a vus ici, pas longs, mais en s'attardant précisément sur les mots, en leur montrant leur importance. Ça montre bien, et Bruno, tu t'es attardé sur ce passage tout à l'heure, qu'en dernière instance, très au-delà des formes à prélever que nos élèves font bravement pour donner des copies pas très intéressantes, les enjeux, c'est ce qu'aucun homme ne sait vraiment lui-même. Et au fond, c'est ça que vous travaillez avec eux quand vous cherchez à analyser des formes, à voir comment elles fonctionnent, l'effet qu'elles produisent. Et c'est ça qu'il faut en effet leur faire comprendre. Et à propos d'analyse de rhétorique et de la confusion volonté-volupté qu'on a abordé tout à l'heure, les deux petites choses très modestes et plus souriantes que j'avais en tête, c'est d'une part une expérience d'enseignant, peut-être en partie ici d'ailleurs et en partie dans le second degré. Je ne sais pas si vous avez fait la même expérience. À partir du moment quand vous étudiez les discours rapportés, quand vous commencez à parler de discours indirect libre, enfin moi en tout cas c'est l'expérience que j'ai faite, les élèves ils mettent du discours indirect libre partout, parce qu'ils adorent dire ça. Quand ils veulent dire pratiquement qu'un dialogue est intéressant ou qu'il est fluide, qu'il est porteur de quelque chose, c'est du discours indirect libre. Bon. Donc, et on voit bien que dans la désignation de la forme, il y a tellement de choses qui sont véhiculées. Bon, ça c'est une première expérience. Une deuxième, un peu plus troublante. J'ai le souvenir d'avoir fait, un peu dans l'esprit que tu dis, avec des élèves de 4e, des analyses de la rhétorique publicitaire.
ils comprennent très bien. Ils voient très bien comment ça marche. Et ils adorent. Donc les deux choses sont vraies en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois lucides et complètement amateurs. Ce qui pour nous est un peu troublant. Bon. Mais il y a là probablement une discussion, une réflexion à engager qui peut peut-être les conduire à d'autres supports. Bon, merci encore. À bientôt.